Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Ce soir, le président prendra longuement la parole. C'est la première fois quasiment depuis la dissolution. Est-ce que déjà, sur le contexte, est-ce qu'il est encore audible ? Nous le verrons ce soir, mais j'en suis certaine. Je crois qu'aujourd'hui, où les enjeux géopolitiques sont absolument majeurs, il est à l'action. On l'a vu ce week-end avec Erstheimer, Friedrich Merz et le Polonais Donald Tusk. Il est pleinement engagé pour la paix en Ukraine, mais aussi en Europe. En fait, le sujet, c'est le long terme, la défense. Pas à manger, ça va et toi ? Ce soir, Emmanuel Macron devrait annoncer plusieurs référendums. Ça, c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis 2005. On sait aussi que c'est risqué. Est-ce que Emmanuel Macron, vous qui le connaissez un peu, il aura le courage politique de poser des vraies questions et pas des questions subalternes pour s'acheter un oui à peu de frais? Oui, c'est un homme courageux. Je crois que tout son parcours le démontre. Il n'a pas peur de faire face et d'innover. Donc peut-être que là aussi, il va nous surprendre, des questions de société, des questions de fond. Il va vouloir donner la parole aux Français. C'est en fait ce qu'il avait fait, ça ne s'est pas très bien passé, mais pour la dissolution, peut-être que là, cette proposition de donner la parole plus directement à tous les Français, c'est quelque chose d'assez puissant. On se souvient que le général de Gaulle l'avait fait aussi à un moment difficile. Donc je pense que c'est ça s'est pas bien fini non plus tout le temps. Enfin, par exemple, on parlait de sujets, il y a la fin de vie qui est en ce moment discutée à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce serait judicieux ? Oui, je pense que c'est important de donner la parole sur un sujet qui nous touche tous, avec le vieillissement de la population. Cette question est posée à chacun de manière extrêmement personnelle. Donc c'est bien d'écouter l'ensemble des Français sur un sujet aussi sensible, plutôt que de laisser peut-être des débats très durs se développer au sein de l'Assemblée nationale. Quitte à court-circuiter le Parlement. Pour le coup, je pense que chacun peut avoir son opinion, elle est toujours basée sur un vécu, donc chaque parole est légitime, c'est le principe même de la démocratie, donc c'est un beau sujet sur lequel il pourra interroger les Français. Vous nous le disiez en introduction de cet entretien, Emmanuel Macron s'est effectivement rendu en Ukraine ce week-end pour rencontrer Volodymyr Zelensky avec ses homologues britanniques, allemands et polonais. Et pourtant, même si un accord a été signé sur les terres rares entre les États-Unis et l'Ukraine, pour le reste, on a quand même le sentiment d'un cessez-le-feu qui est vraiment au point mort et que cette guerre s'enlise. Oui, cette guerre s'enlise. Le cessez-le-feu, on va voir s'il est confirmé. Il y a l'enjeu de trouver un accord pour arrêter la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça, il y a le sujet de la sécurité pour l'Europe. Plutôt la Russie est notre voisin pour très très longtemps, avec d'énormes frontières communes. Par exemple, la frontière finlandaise, elle fait 1300 kilomètres. Vous avez l'enclave de Kaliningrad qui menace, une enclave russe, dans les pays baltes, qui menace d'envahir les pays baltes, donc l'Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc, pour le long terme, il est important aussi qu'il y ait un accord sur la paix dans toute l'Europe. Et donc, États-Unis, Europe, Russie sont Sauf que pour l'instant, Volodymyr Zelensky a dit moi j'attends Vladimir Poutine, ce sera jeudi à Istanbul, mais on n'a pas le sentiment que le président russe ait l'intention de venir pour tenir ces négociations. Alors là aussi, voici un homme audacieux, extrêmement courageux. On ne l'attendait pas si longtemps, aussi solide. Volodymyr Zelensky. Oui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il a posé un ultimatum, ce qui est quand même, c'est pas rien, à Vladimir Poutine. Il a le soutien très fort des Européens, vous l'avez rappelé. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une possibilité en Turquie d'avoir cette rencontre qui pourrait faire avancer la paix. Si Vladimir Poutine ne vient pas, ce qui est quand même, ce qui semble un petit peu bien engagé, Emmanuel Macron a parlé de sanctions massives. Concrètement, quel type de sanctions ? Alors, on a déjà déroulé plusieurs paquets de sanctions. Oui, je les ai comptés. L'Union européenne vient d'adopter son 16e paquet de sanctions contre la Russie. On se souvient quand même au passage de Bruno Le Maire qui avait dit qu'on allait mettre l'économie russe à genoux. C'est pas le cas, Malheureusement, ce paquet de sanctions qui a été très volontariste a été contourné, notamment par la Hongrie. Il a été difficile à tenir au début. Et l'Europe continue quand même d'importer du gaz russe. Indirectement, oui, par un certain nombre de pays non européens, mais non Union européenne. Donc, elles n'ont pas eu toute l'efficacité escomptée. Par contre, il y a aujourd'hui une volonté forte des Européens
avec les Américains, puisque très souvent les rencontres qu'organise Emmanuel Macron comprennent un émissaire américain. La rencontre en Turquie, peut-être Vladimir Poutine lui-même ne serait pas présent, mais peut-être un émissaire russe. Oui, mais des sanctions massives, c'est quoi ? Quoi de plus qu'on n'ait pas déjà fait avec ce 16e paquet de sanctions? Alors, je ne les connais pas. J'imagine qu'Emmanuel Macron les a discutées avec les Européens pour réussir cette bascule. Maintenant, il faut que la Russie s'engage dans une vraie négociation de paix. D'autant qu'il y a un contexte politique qui est délicat en ce moment en Europe. En Roumanie, le candidat d'extrême droite est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 2 fois plus de voix que le candidat pro-européen qui est qualifié pour le second tour qui aura lieu ce dimanche. Sa victoire pourrait faire basculer le cours de la guerre en Ukraine? Je ne pense pas. Sa victoire changera les équilibres politiques au sein de l'Union européenne, mais pour le coup, le sujet de la paix, c'est l'Europe, la grande Europe, puisque le Royaume-Uni a été réintégré complètement aux discussions, et c'est très important parce que c'est une armée, c'est une puissance économique majeure face à la Russie. Donc je ne pense pas que ça changerait le cours des choses. Par contre, ça renforcera le camp de l'extrême droite dans l'Union européenne, après Madame Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, ça fera 3 grands pays dirigés par une personne d'extrême droite. Vous dites que ça ne fera pas basculer la guerre en Ukraine, sauf que Georges Simeon, donc le candidat d'extrême droite, il souhaite l'arrêt de l'envoi d'armes en Ukraine. On sait que la Roumanie, elle est vitale pour Kiev parce que c'est par là que transitent notamment les céréales. C'est aussi sur ce pays que la plus grosse base militaire de l'OTAN est installée, donc ce serait quand même pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Vous avez absolument raison, ce sera une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. D'ailleurs, nous sommes pleinement engagés pour soutenir le maire de Bucarest, qui est le 2e candidat, qui est assez loin. Mais bon, il peut tout à fait y avoir un sursaut de la Roumanie, en particulier de la diaspora roumaine en Europe, consciente de l'importance de la modération de l'Union européenne et puis de la cohésion pour négocier face à la Russie. Donc, vous avez raison, évidemment, ce serait une nouvelle très négative, mais je ne pense pas que ça fasse basculer l'équilibre au sein de l'Union européenne entre les chefs d'État qui resteront très majoritairement face à la Russie extrêmement fermes. Sur la question des bases militaires, on verra. Il faudra peut-être les déplacer un petit peu. Il y a d'autres pays européens voisins. 2 questions encore rapidement. Vous parlez d'une vague d'extrême droite. Effectivement, on voit la Hongrie, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. Il y a aussi une percée au Royaume-Uni. Est-ce que la France, en 2027, pourrait elle aussi basculer avec le Rassemblement national? J'espère que non. Avec mon groupe Renew, avec Valérie Hayé, Nathalie Loiseau et d'autres, nous nous battons pour expliquer exactement ce que c'est que ce Rassemblement national. Au Parlement européen, par exemple, ils votent toujours contre le budget, parce qu'ils sont contre l'idée de travailler ensemble. Or, nous nous rendons bien compte sur cette question de la guerre en Ukraine, de la guerre face à la Russie, on est tellement plus forts ensemble, alors que pris isolément, même la France, même l'Allemagne, même le Royaume-Uni n'auraient pas cette capacité de négociation. Donc oui, nous croyons à l'Europe, là où le Rassemblement national y est fermement opposé. Dernière question, 30 secondes. Vous avez été longtemps à droite, vous faites partie de cette famille-là. Les Républicains choisissent ce dimanche leur nouveau président. Est-ce qu'entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, votre cœur balance? Je n'ai pas à choisir. J'ai toujours été de centre droit. Je suis à ma place au sein du groupe Renew, donc qui est le groupe au Parlement européen, donc Renaissance. Vous avez connaissance de l'un ou de l'autre de manière plus personnelle? Est-ce qu'il y en a un qui a plus de votre sympathie que l'autre? Il y en a un qui fait partie du gouvernement, Bruno Retailleau. Je n'ai pas de préférence, ce n'est pas mon rôle. J'ai quitté les Républicains parce qu'ils se droitisaient terriblement, donc je ne partage pas leurs axes stratégiques. Par contre, je pense que la force de la France, c'est d'être un pays modéré, qui est très important, il faut en prendre conscience, dans l'équilibre politique européen. Donc cette élection n'est pas seulement regardée par les Français, elle est très suivie par l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup, Fabienne Keller. Bonne journée à vous. Merci.